Coucou les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée. Alors les amis, avant qu'on commence la vidéo, ok, je vais vous donner un contexte parce que quand même c'est un truc de fou les gars, c'est vraiment un truc de fou. J'ai eu une matinée rocambolesque les gars, rocambolesque, c'est à dire que mon cerveau autistique a été mis à mal. Je vais vous expliquer ça. En réalité, voilà, là je sors d'un événement, c'est-à-dire qu'en fait j'ai organisé mes vacances ce matin. Voilà, je voulais organiser mes vacances ce matin. C'est-à-dire que j'ai appelé mon boss pour lui demander les jours de congé, chose qui me demande énormément d'énergie, je ne sais pour quelle raison. Ensuite j'ai demandé à mon copain de prendre ses jours de congé au même jour que moi. Ensuite j'ai réservé les trains, etc. Et là j'envoie un message à ma mère et je lui dis, ça y est, j'ai réservé les trains pour telle date en juillet, etc. Et là elle me dit, ah mais mes anges, c'était pas ces dates-là qu'on avait, c'était pas en juillet, c'était en août. Et là j'étais là. Mon visage s'est décomposé. Alors c'est à dire que non seulement c'était pas la bonne date, mais en plus j'avais réservé les trains à la mauvaise date. Mon copain avait pris ses congés au mauvais moment, moi aussi. J'ai cru que j'allais exploser les gars, j'ai commencé à hyperventiler, j'étais là non, 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 non. Et là, alors là je vais vous dire les gars, la tournure que ça a pris, mon copain il m'a dit, mes anges, t'inquiète, je gère la situation, je vais nous organiser des vacances en juillet et t'inquiète, on ira un petit peu aussi en vacances. Mais en juillet, on part en Italie tous les deux, c'est moi qui organise tout. I got your back, man. Et j'étais là, mon Dieu, tu me sauves tellement la vie. Et il y a un copain comme ça dans ma vie, les gars, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est juste pour vous dire que si je suis un peu déconcentrée pendant la vidéo, je vous le dis, ce matin, j'ai vraiment vécu la terreur. Voilà, mon cerveau s'est décomposé face à cet imprévu et je risque d'avoir du mal à me concentrer durant la vidéo, voilà. Je sais que ça vous intéresse pas parce que c'est ma vie et qu'on s'en fout de ma vie en vrai. Mais j'avais besoin d'extérioriser ça, pardon, et de vous l'expliquer. Au cas où j'aurais du mal à me concentrer pendant cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue parce que je suis extrêmement bavarde. Voilà. Mais aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'une vidéo. Alors cette vidéo m'a été inspirée par une personne dans le groupe Facebook qui m'avait posé une question pour la FAQ des 4K. Voilà. Donc n'hésitez pas à la regarder un peu plus bas dans la chaîne si vous avez toujours pas vu la FAQ. Et en fait cette personne m'avait demandé oui, est-ce que tes traits autistiques ont évolué, etc. Est-ce qu'il y a des traits que tu as aujourd'hui que tu n'avais pas avant, blablabla, blablabla. Et en fait je lui avais répondu que bah vas-y, c'est une super idée de vidéo et je vais faire une vidéo entière à ce sujet. Et donc on est là les gars pour parler de ça. Et je vous ai fait une petite liste de 7 traits en fait qui autistiques entre guillemets, qui ont fortement évolué en fait au cours de ma vie. Voilà. Si vous vous demandez, j'ai 26 ans et donc je vais parler un petit peu de mes traits quand j'étais ado, enfant / ado / enfant, et de mes traits aujourd'hui, comment ils sont aujourd'hui. Ok. Déjà, alors je voudrais vous parler d'un bouquin, juste voilà, je vous l'affiche ici, super bouquin que je suis en train de lire et dans lequel j'ai lu un truc ce matin qui m'a énormément intéressée. Et notamment ce truc, c'était que en fait la personne disait, enfin l'auteur disait qu'en fait c'est un petit peu absurde de parler de traits autistiques finalement, parce que voilà, quand on parle de nos comportements bizarres, de nos bizarreries, nos stimes, etc., c'est un petit peu absurde de parler de traits autistiques. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des comportements qui sont tout simplement humains et que même les neurotypiques font, c'est juste que les neurotypiques le font moins, en ont moins besoin, etc. Et que comme ils vivent le monde autrement que nous finalement, donc ils ont pas ce besoin en fait de voilà, d'avoir tous les comportements que nous on a. Et en fait j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement quand vous regardez tout ce qui est le STEAM, énormément de gens pensent que le STEAM c'est un truc de neuroatypique. Absolument pas, absolument tout le monde STEAM. Voilà, tout le monde tape du pied, tout le monde tourne en rond quand il est stressé, tout le monde se ronge les ongles, etc. Tout ça c'est du STEAM, mais c'est pas un truc d'autisme, c'est pas un truc de TDAH, c'est pas un truc de je ne sais quel trouble. C'est vraiment juste un comportement humain, une réaction humaine à un stress ou voilà, une situation voilà, qu'on a besoin de réguler dans notre corps parce que voilà, ça vient un petit peu comme ça. Je trouvais ça très intéressant. Donc effectivement tous les traits qu'on va voir finalement c'est des traits qui sont humains, mais juste qui du fait que voilà, on est des personnes autistes, on peut les afficher beaucoup plus que les personnes neurotypiques. D'accord? C'est parti. On y va. Je me sens drôlement de bonne humeur parce que mon copain il a tellement rattrapé le coup ce matin que là je me sens de bonne humeur. Je me sens soutenue pour vivre les choses comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Alors premier trait que j'ai noté, le goût. Si vous êtes papa-maman d'un enfant autiste, je pense que vous le savez très bien peut-être, mais les enfants autistes notamment, et même les autistes adultes, en fait tous les autistes, hein, je sais pas pourquoi je parle des enfants en particulier, ont du mal avec voilà, le goût et sont très sensibles au goût, voilà.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent les autistes vont être très compliqués au niveau de l'assiette et qu'ils vont refuser tout un tas d'aliments. Et souvent on prend ça comme un caprice, oh, il veut rien manger, oh, il exagère, il veut rien manger, il mange toujours la même chose, etc. Voilà, un peu comme un enfant qui voudrait toujours manger que des burgers et jamais manger de légumes verts. Voilà. Sauf que les autistes, en fait, c'est pas un caprice, c'est vraiment parce que leur hypersensibilité au niveau du goût les empêche littéralement voilà, de pouvoir se sentir bien quand ils mangent, tout simplement. Normalement, quand on mange, voilà, même si on n'aime pas trop ça, bon, on peut quand même, voilà, on peut quand même le manger et réguler ses sens. Mais quand on est vraiment hypersensible au niveau du goût, d'ailleurs autiste ou non, hein, je précise, ça peut être extrêmement difficile juste de manger, de mettre dans sa bouche un aliment qu'on ne supporte pas. Voilà. À titre personnel, en tant qu'adulte aujourd'hui, hein, je parle de moi aujourd'hui, j'ai énormément de mal, par exemple, avec les tomates séchées. Je n'arrive pas à manger ça, le goût est trop fort en fait. C'est même pas que j'aime pas le goût, c'est juste le goût est trop fort. Je pourrais totalement manger des tomates non séchées, mais quand elles sont séchées, elles ont un goût très prononcé et très corsé, donc je ne peux pas le manger. Voilà. Et aussi, voilà, il y a beaucoup d'autistes aussi qui ont du mal à manger des plats où il y a plein de saveurs dedans, enfin plein de micro petites saveurs dans tous les sens, plein d'ingrédients différents dans un même plat. Parce que justement c'est trop d'informations d'un coup dans le cerveau et du coup ils ont du mal à réguler en fait toutes ces informations qui arrivent d'un seul coup dans le cerveau. Donc ça c'est un truc voilà, très fréquent chez les personnes autistes. Il y a aussi des autistes qui mangent tout, tous les profils existent, mais c'est le cas dans beaucoup de cas de figure, d'accord? Alors par rapport à ma situation à moi, quand j'étais enfant, j'étais le stéréotype de l'enfant qui mange rien. Hein. Je mangeais des pâtes nature et des omelettes, voilà c'est tout. Et encore des omelettes, je mangeais que les œufs brouillés, je mangeais pas les œufs sur le plat, je mangeais pas les omelettes sans lait, il fallait que ce soit des œufs brouillés avec du lait sinon c'était pas bon. Voilà, et au bout d'un moment mon père il m'a dit je comprends pas, Mésange je comprends pas, t'aimes les pommes de terre, voilà, les pommes de terre nature, hein, je pouvais les manger, aucun problème, t'aimes les pommes de terre. T'aimes les œufs brouillés, par contre si je mets des pommes de terre avec des œufs, t'aimes pas, explique-moi. Et c'était vraiment ça, c'est à dire que je pouvais manger parfois les aliments séparément, mais les manger ensemble c'était pas possible. Et même quand j'ai grandi, par exemple ma grand-mère, alors ma grand-mère est allemande pour ceux qui se demanderaient, et en fait ma grand-mère elle prépare toujours plein d'aliments séparément comme ça, donc elle fait un plat avec de la viande dessus, elle fait un petit bol avec des petits pois à l'intérieur, après elle met une sauce sur le côté, elle met des carottes dans un autre bol séparé, mais elle mélange pas tous les ingrédients d'un coup dans un gros plat. Et en fait chacun se sert et mélange à sa guise tous les aliments. Et en fait moi ce que je faisais c'est que je prenais vraiment les aliments un par un et je les mangeais un par un. Je prenais les petits pois séparément, je mangeais que les petits pois, ensuite je prenais de la viande séparément, je mangeais que la viande, etc. etc. Et en fait ma grand-mère me disait mais est-ce que vous en France vous faites tous comme ça, vous mélangez pas les aliments et tout? J'ai dit ah non non c'est que moi genre, c'est vraiment que moi. Et en fait voilà, séparer les goûts, en fait les saveurs, ça m'aidait vraiment à mieux traiter l'information. Et voilà, et pourquoi, donc je vous disais le thème de la vidéo c'est comment évoluer mes traits. Et en fait ça c'est un trait qui a beaucoup évolué chez moi parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins de mal avec ça. Et en fait pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'est possible en fait d'évoluer à ce niveau là. Et si par exemple vous avez un enfant autiste qui a vraiment énormément de mal avec la diversification alimentaire, reprenez espoir parce que ça peut totalement évoluer. Voilà. Moi aujourd'hui je peux manger tout, il y a plein d'aliments que je pouvais absolument pas supporter enfant qu'aujourd'hui je mange sans problème. Par exemple le fromage, aujourd'hui j'adore ça, mais quand j'étais enfant je ne pouvais pas toucher au fromage. Je peux manger des plats variés, je peux manger tout, etc. etc. Ça veut pas dire que mon hypersensibilité alimentaire a totalement disparu, c'est faux. Il y a toujours des moments, je vous disais tout à l'heure, avec les tomates séchées, voilà, et puis même parfois des plats qui sont un peu trop savoureux, qui ont un goût un petit peu trop fort, voilà. Je peux les manger et je peux les apprécier aussi, mais je peux pas en manger beaucoup parce que sinon c'est trop en fait, c'est vraiment beaucoup trop. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ça a vraiment beaucoup évolué, voilà, cette sensibilité à l'alimentation. Et aujourd'hui même je me passionne pour la cuisine quand j'en fais, et j'ai acheté plein de livres de cuisine, de Philippe Etchebest, tout ça. J'adore ça, j'adore regarder les vidéos de Philippe Etchebest. Bref, mais juste pour vous dire que ça évolue, voilà. Ensuite le deuxième trait que j'ai noté c'est juste avant de passer au deuxième point, je vais donner peut-être un conseil aux personnes qui sont concernées par l'hypersensibilité sensorielle, au niveau du goût sûrement, voilà, l'hypersensibilité au niveau du goût. Un conseil que je pourrais donner, c'est notamment si vous êtes parent d'un enfant qui a ce problème là, le truc c'est vraiment pas forcer. Si vous forcez votre enfant à manger des carottes alors qu'il ne peut pas tolérer le goût de la carotte, en fait ce que vous créez c'est des troubles alimentaires. C'est aussi simple que ça. Je sais que c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais en fait se forcer à manger des trucs qu'on ne peut pas supporter, qu'on déteste, en fait ça crée un dégoût de la nourriture de manière générale. Je vous le dis parce que je l'ai vécu, hein. Je dis pas ça parce que je sors de mon chapeau, parce que ça me fait plaisir. C'est juste voilà, il faut pas forcer un enfant à manger un truc qu'il peut absolument pas supporter, qu'il déteste, hein. Vous le forcez à manger des carottes alors que c'est un goût qui le dégoûte au plus haut point, c'est un enfer pour l'enfant, d'accord? Et même si c'est meilleur pour la santé, blablabla, le moment où vous créez des troubles alimentaires chez un enfant, là vous avez vraiment perdu. Donc
je vous le dis, il vaut mieux qu'il mange un peu toujours la même chose plutôt qu'il se crée un trouble alimentaire. Ensuite vous allez me dire ah, ok t'es bien sympa Mésange, mais moi mon autiste il mange absolument rien, ok. Moi je vous le dis, mon meilleur conseil, hein, c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Faites de votre mieux avec ce que vous avez avec votre enfant. C'est-à-dire que si votre enfant vous avez l'impression qu'il mange 3 aliments, essayez de, voilà, un maximum varier les plats autour de ces 3 aliments. Essayez de vraiment faire juste votre mieux avec ce qu'il aime, voilà, de base, voilà. Et peut-être essayer des nouvelles choses, essayer de voir, de tâtonner, d'échouer aussi. Essayez d'échouer un peu plus, de trouver un peu plus de trucs qu'il n'aime pas, et voilà, d'élargir de ah oui d'accord ça il aime pas ça, ah tiens ça il aime un petit peu, tiens je pourrais essayer une nouvelle recette à base de cet ingrédient, etc. etc. Essayez un maximum d'être créatif, de bricoler, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je sais c'est pas facile à vivre, mais ça fait partie des choses qu'on peut faire pour aider un enfant qui a ce problème là. Et d'ailleurs si vous êtes adulte, ce conseil s'applique aussi à vous, voilà. Ok, ensuite le deuxième truc que j'ai noté, c'est un truc beaucoup plus fréquent encore chez les personnes autistes, c'est la conscience du fait que je sois gênante dans le social. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah voilà, quand on est autiste, souvent on fait des trucs un peu gênants dans le monde social, on dit des choses qui sont gênantes alors qu'on se rend pas compte que c'est gênant. Peut-être on a des stéréotypies qui, voilà, pour une personne neurotypique ça peut paraître ultra cringe, etc., etc. Quand j'étais ado, j'ai commencé à socialiser avec les gens pour la première fois parce que je suis sortie de mon mutisme sélectif. Pour ceux qui suivent bien mes vidéos, vous savez que j'ai fait 15 ans de mutisme sélectif. En fait quand je suis arrivée dans l'adolescence, 16 ans, 15 ans, etc., j'ai commencé à socialiser avec les gens pour la première fois et à discuter avec les gens autour de moi. Sauf que j'étais ultra gênante, genre vraiment j'étais gênante de fou, et j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo qui s'appelle l'autisme et la honte. Je vous laisserai regarder, comme ça vous verrez tous les trucs gênants précisément que j'ai fait. Mais j'étais vraiment hyper cringe, et quand voilà, à chaque fois les gens quand ils étaient avec moi ils disaient ouais mais non j'allais être barjo, voilà, ouais, elle est folle, etc. Et des fois ça les faisait rigoler, des fois ils trouvaient ça attachant, et puis des fois c'était vraiment juste gênant pur et dur, voilà. Voilà, et ça a énormément évolué au cours du temps parce qu'en grandissant j'ai énormément pris conscience de ce qui est gênant et pas gênant socialement. Et aujourd'hui j'arrive beaucoup plus à, voilà, à adapter mes comportements quand je suis avec des neurotypiques, etc. Et je sais beaucoup plus en fait ce qu'il faut faire et pas faire de manière générale, et à reconnaître quand bah, finalement je en fais trop ou quand c'est vraiment cringe ou ce genre de choses là, voilà. Mais ça c'était effectivement un grand problème chez moi, et c'est vraiment un truc que j'ai réussi à améliorer, enfin à corriger un petit peu. Corriger c'est un mauvais mot, mais je sais pas, j'arrive à beaucoup mieux le vivre. Alors par contre il y a un truc qui est vrai aussi, c'est que j'ai l'impression que je fais plus d'efforts pour socialiser avec les gens, notamment parce que j'ai plus conscience de ce qu'il faut dire et pas dire. Du coup je fais plus attention, je suis plus alerte et je suis plus concentrée, je fournis un plus gros effort quand je socialise avec des gens, parce que j'essaie de pas dire n'importe quoi, de me retenir, etc., de dire des choses trop cash, etc., etc. Du coup ça me demande aussi plus d'efforts, et ça c'est un truc qui est important à noter, c'est qu'il y a beaucoup d'autistes qui sont aussi très sociaux, qui parlent énormément avec tout le monde, etc. Mais c'est aussi souvent des autistes qui ne se rendent pas compte du tout à quel moment ils sont gênants, à quel moment leur ton est bizarre, qu'ils sont chelous, etc., entre guillemets. J'ai des personnes autistes comme ça dans mon entourage, autour de moi, et je les vois, elles socialisent énormément. Je me dis mais comment elles font pour avoir l'énergie de socialiser autant? Et en fait c'est tout simple, c'est parce qu'en fait elles ne font pas particulièrement d'efforts, elles essayent pas de se fondre dans le moule, elles essayent pas de paraître normales ou quoi, et du coup ça leur demande pas d'efforts, et donc elles peuvent socialiser. Donc voilà, pour vous dire un petit peu l'histoire. Et je trouve que c'est une évolution assez intéressante, voilà. Et ça explique pas mal de choses sur l'autisme en général, parce que on se rend compte de voilà pourquoi les autistes sont généralement fatigués par le social. C'est parce que généralement elles prennent conscience de ce qu'il faut dire, pas dire, et donc elles essayent vraiment de se concentrer pour pas faire de bêtises et de dérapages. Donc voilà pour la petite histoire, ok. Ensuite le point numéro 3, parler à des inconnus. Alors c'était quoi mon trait autistique par rapport à ça? C'est qu'en fait j'ai énormément de mal, mais énormément de mal à parler à des gens inconnus. Et quand je dis des gens inconnus, c'est, je sais pas, rentrer dans un petit magasin et tout de suite interagir avec un vendeur, ou je sais pas, aller dans un accueil d'un lieu pour demander des renseignements, ou je sais pas, bah typiquement quand j'étais au lycée et que je devais aller au bureau de je ne sais quel CPE, non c'est quoi déjà le nom? C'est la CPE, hein, c'est ça, la conseillère principale d'éducation, oui c'est ça, que je devais aller chez la CPE pour aller chercher des renseignements et tout, parce qu'un prof m'y avait envoyé. Tout ça, ça me mettait dans un état de panique, mais intersidéral, les amis. C'est-à-dire que, en fait, ce que je faisais, c'est que je réfléchissais les phrases. Alors je le fais encore un peu aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, hein, malheureusement, voilà. Mais à chaque fois, je devais ouvrir la porte et dire bonjour, comme ça. Je réfléchissais d'abord 5 minutes, okay, comment je le dis, dans quel sens? Alors je dis bonjour, sur ce ton-là, moins fort, plus fort, non, pas comme
comme ça. Et j'ai essayé d'ajuster vraiment au millimètre près les premiers mots que j'allais adresser à la personne. Et en fait quand j'allais y aller et tout, j'avais toujours l'impression que j'étais bizarre, que j'étais pas normale, qu'elle allait me regarder bizarrement parce que j'étais trop chelou et tout, alors que je vais juste demander bonjour, est-ce que vous pourrez me donner tel dossier. Enfin c'est du délire total les amis. Et vraiment quand j'étais en études supérieures dans mon école d'art, on avait un bureau de prêt de matériel et en fait il y avait une femme qui était dans son bureau et en fait on pouvait aller la voir pour lui demander des caméras, ce genre de choses, des trépieds pour des projets vidéo dans notre école d'art. Et à chaque fois aller chez elle c'était un trauma, genre j'avais tellement peur d'ouvrir la porte, de dire bonjour et de demander une caméra, ça me faisait tellement peur, je savais pas comment lui parler et tout, sur quel ton. C'était terrorisant les amis, vraiment ça me rien que d'y repenser là, moi ça me donne un petit peu la chair de poule. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, mais j'ai l'honneur de vous annoncer qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux à ce niveau là. J'arrive beaucoup plus facilement à demander des renseignements aux inconnus, j'arrive beaucoup plus, je sais pas, en fait j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je me dis mais c'est bon, je sais comment faire, j'y vais, je dis bonjour, je demande mon truc, la personne elle est payée pour faire ce qu'elle fait, donc je suis pas un intrus qui rentre dans sa vie comme ça. Voilà, et je dis pas que c'est totalement règle, bien sûr des fois j'ai un petit peu une pression comme ça, et notamment je vous racontais tout à l'heure, je devais demander à mon boss des congés payés, hein, c'est tout con, et en plus mon boss est très sympa, je lui demande mes congés etc. Mais même juste demander ça, à chaque fois je suis là en mode ok, je dis sur quel ton, je dis comment, voilà, j'arrive à quel moment de la journée aussi, ça c'est une vraie question aussi, à quel moment de la journée je lui demande, à quel moment ça va le déranger le moins, etc. Et j'ai étudié toutes les possibilités comme ça, comme s'il y avait des graphiques dans mon cerveau pour que je réfléchisse à ça. Bref, mais aujourd'hui je suis capable d'y aller sans trop d'efforts quoi. C'est quand même, j'y arrive quand même à y aller et ça se passe quoi. Donc c'est juste pour vous donner un peu espoir par rapport à ça et savoir que c'est possible d'évoluer dans ce sens. Voilà. Et si vous y arrivez pas, il y a vraiment pas de souci. C'est normal, chacun évolue à son rythme. On a tous nos difficultés propres. D'accord? Ok. Ensuite le point numéro 4, les intérêts spécifiques. Alors j'ai mis les intérêts spécifiques et les hyperfixations aussi. Alors moi ce que j'appelle personnellement hyperfixation, c'est vraiment les passions mais qui durent peut-être une journée ou deux où je suis hyper concentrée sur un sujet qui m'intéresse. Par exemple je sais pas, ça peut être qu'est-ce que ça a été dernièrement. Voilà, ma dernière hyperfixation du moment ça a été Zara Home, le magasin de maison de Zara. Tout simplement parce que voilà je réfléchis à emménager avec mon copain etc. Donc je commence à préparer la maison et là j'ai eu une hyper fixation sur les articles de Zara Home. J'ai cherché une soupière, une saucière, une salière et une poivrière, un huilier, enfin tous ces trucs inutiles, je sais pas, ça m'a passionnée. J'étais là pendant des heures à rechercher sur Zara Home les meilleurs outils de cuisine et tout. Enfin c'était vraiment une grosse, voilà, et ça a duré 2-3 jours comme ça, voilà. Mais je dirais pas que c'est un intérêt spécifique parce que moi intérêt spécifique c'est vraiment les passions plus larges, genre qui durent vraiment longtemps et tout, etc. Qui durent peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois plus 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Voilà, pour moi c'est plus ça les intérêts spécifiques, bon voilà. Après bon, peut-être mon vocabulaire est pas tout à fait précis, mais voilà, juste pour vous dire. Alors comment est-ce que ça a évolué? Alors j'ai toujours eu des intérêts spécifiques, tout le temps, voilà. Sauf à une période de ma vie où j'étais un petit peu dans le vide, j'étais en train de me chercher, je devenais adulte, hein, j'avais 20 ans, voilà, j'étais en mode waouh, je fais quoi de ma vie, etc. Et j'étais un peu perdue et ouais, pendant un moment j'ai pas eu de passion, j'ai pas eu d'intérêt spécifique vraiment particulier, vraiment intense et je l'ai mal vécu. C'était vraiment, il y avait un manque, il y avait un trou dans ma vie et je cherchais désespérément à retrouver des passions, etc. Parce que j'étais vraiment, tout était tellement chamboulé dans ma vie que j'avais du mal à retrouver mes repères et à me passionner pour quelque chose. C'était compliqué, ça n'a pas duré longtemps mais voilà, c'était là. Mais juste sinon, en dehors de ça, depuis toute petite, depuis le plus jeune âge, j'ai toujours eu des passions voilà, des passions très intenses, voilà, tout simplement. Et en fait je dirais que la différence entre quand j'étais enfant et quand j'étais adulte, c'est que quand j'étais enfant je me passionnais pour tout et n'importe quoi, même si c'était des choses complètement inutiles. Voilà, donc par exemple je sais pas, dessiner des poissons. Quand j'étais enfant je dessinais des poissons à foison alors que j'allais jamais rien faire de ces dessins de poissons, etc. Ça servait un peu à rien de dessiner tous ces dessins de poissons à part me faire plaisir juste comme ça, ce qui est déjà vraiment pas mal. Voilà, mais voilà, faire des trucs inutiles ne me dérangeait absolument pas. Par exemple, voilà, je dessinais aussi des bandes dessinées que j'étais la seule à lire, voilà, des bandes dessinées qui mettaient des heures à être produites, hein. Quand je dis des heures et des heures et des heures, c'est vraiment, je mettais 3 mois en dessinant toute la journée tous les jours pour finir une BD de 40 pages, je faisais toutes les couleurs, voilà. Vous allez me dire 3 mois c'est pas beaucoup, mais en fait bon, c'était des dessins d'enfants donc ça va, tu vois. Et j'allais jamais les publier, j'allais même pas les faire lire à des gens autour de moi, c'était vraiment juste pour moi quoi. Donc voilà, et ça me dérangeait pas du tout, je le faisais sans voir le temps passer quoi. Aujourd'hui, quand je me consacre à mes intérêts spécifiques, j'ai besoin que ce soit utile. Voilà. Et quand c'est utile, ça doit être soit utile à moi, soit utile à mes proches, soit utile à, je sais pas,
d'autres gens. Par exemple cette chaîne YouTube par exemple, j'ai envie que ce soit utile à des gens. Hein. Je vous le cache pas, hein, ma chaîne YouTube est mon intérêt spécifique principal, je dirais en ce moment je pense. J'ai évidemment plein d'autres passions, mais j'ai l'impression que vraiment la chaîne YouTube et notamment les ateliers que je propose sur Podia toutes les 2 semaines, donc la semaine prochaine vous avez un nouvel atelier, je suis pressée de vous le montrer. Voilà, ça me prend des heures, mais c'est mon intérêt spé du moment, voilà, je vous le dis. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un vrai but, c'est-à-dire que je publie les vidéos sur internet, je les partage avec plein de gens et je considère que, voilà, j'espère que c'est utile à des gens aussi, voilà. Et en fait c'est ça qui me donne vraiment un moteur pour nourrir cette passion. Et en fait toutes les passions que j'ai, pareil, j'ai besoin que ce soit utile. Par exemple quand je me passionne pour le chant, je veux que ce soit utile pour un concert. Je veux que développer ma voix ce soit pour ensuite chanter, pour éventuellement gagner ma vie partiellement du chant, etc. etc. Voilà, je vais avoir des objectifs qui vont m'être utiles personnellement. Ensuite pareil, Zara Home, pourquoi je me suis passionnée pour ça? Parce que ça va m'être utile pour avoir ma maison toute prête en avance, etc. Avant même que j'ai acheté la maison, j'ai tous les outils pour cuisiner, etc. etc. Bref, c'est utile. Alors utile, ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Ça peut vouloir dire utile pour faire de l'argent, utile pour se faire plaisir, utile pour voilà. Mais il faut vraiment que je trouve un sens profond à ce que je fais parce que sinon je peux pas le faire. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je dessine beaucoup moins. Avant je dessinais H24 quand j'étais enfant ado, je dessinais. C'était mon quotidien le dessin, du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui beaucoup moins parce que j'ai l'impression que quand je dessine, voilà, vendre des dessins sur Etsy c'est pas non plus ma priorité. Enfin je le fais de temps en temps mais c'est pas non plus, voilà, ça me passionne pas autant que faire les ateliers sur Podia par exemple pour tirer un revenu de ma chaîne YouTube. Donc du coup voilà, je trouve pas trop de sens au dessin, ça me fait pas tant plaisir que ça parce que justement je trouve pas assez de sens et du coup j'ai un peu arrêté de dessiner. Voilà. Je dessine de temps en temps toujours et d'ailleurs je vais vous faire des vidéos où je dessine en même temps. Voilà, j'avais promis ça au groupe Facebook, donc je vais essayer de vous préparer ça dans les délais les plus brefs. Voilà. Mais voilà, c'est dans ce sens que ça a beaucoup évolué et mais sinon j'en ai toujours eu, voilà, des intérêts spécifiques. Ok, on va continuer. Ensuite le trait numéro 5 c'est la sensibilité au bruit. Alors là c'est l'inverse du goût. Parce que le goût, autant je vous disais que ça s'était amélioré, le bruit, ça s'est empiré. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'étais pas particulièrement sensible au bruit. Voilà, je me suis jamais considérée, même quand j'étais ado, hein, je me suis jamais considérée comme quelqu'un de sensible au bruit. Je pouvais manger dans la cantine sans problème alors que c'était très bruyant, ça me dérangeait absolument pas. À la maternelle, au primaire, aucun problème dans la cour de récréation, même quand il y avait du bruit, etc. J'avais pas mal au crâne, ça me dérangeait pas, j'étais là juste à faire ma vie, etc., etc. Et en fait, je sais pas, il y a eu un point de rupture à un moment dans ma vie quand je suis devenue adulte. Et tout d'un coup, le bruit est devenu insupportable pour moi. Genre vraiment, j'ai carrément maintenant j'ai une liste de bruits carrément que je ne peux absolument pas supporter. Quand je vais à Paris, je dois avoir mes écouteurs anti-bruit sinon je pète un câble. Je peux faire des attaques de panique, enfin des crises d'angoisse plutôt, ou des meltdowns on va dire, pour être encore plus précis. Je peux faire des meltdowns juste à cause du bruit. C'est plus pareil. Et je vous avoue, je savais pas pourquoi. Peut-être c'est le fait de prendre de l'âge, j'en sais rien. Alors que je suis encore jeune et tout, mais voilà, mais c'est fou, hein, parce que voilà, encore une fois, quand j'étais enfant, ça ne me dérangeait absolument pas le bruit. Donc, I don't know. Je sais pas pourquoi, j'ai rien de plus à dire que ça, les gens, mais si avec l'âge notamment, et peut-être pour ceux d'entre vous qui sont peut-être plus âgés, qui ont passé quarantaine, cinquantaine, soixantaine, si vous avez des traits en fait, notamment au niveau des sensibilités qui vous avez l'impression que ça a empiré, c'est normal parce que bah, voilà, plus on grandit et moins on tolère en fait ce genre de choses, moins notre cerveau voilà, est vigoureux en fait pour affronter l'agression extérieure, notamment par les bruits, etc. etc. C'est tout à fait normal, faut pas culpabiliser avec ça, faut juste adapter son environnement et oui, c'est pas toujours facile malheureusement. Je suis en train de faire les démarches pour la MDPH pour avoir des, voilà, peut-être éventuellement des réducteurs de bruit quand je suis au travail parce que là j'avoue, il y a du monde en ce moment dans le Starbucks où je travaille, il y a beaucoup de monde et ça fait beaucoup de bruit et c'est difficile, j'avoue. On va pas se mentir, heureusement je fais ça que à mi-temps mais c'est dur. Donc voilà, je me suis dit allez ça y est, je fais les démarches MDPH et je vais demander des aménagements sinon c'est pas possible quoi. Donc voilà. Ok, ensuite autre truc qui a énormément évolué pour moi et ça va être très intéressant je trouve. Moi personnellement peut-être ça va pas du tout vous intéresser mais moi ça me passionne. Le steam. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le steam, c'est le fait de
s'auto-réguler en faisant voilà, des petits gestes qui peuvent paraître inutiles. Agiter les mains, se balancer, taper du pied, faire des petits gribouillis, peut-être chanter, faire des écolalés, etc., etc. Répéter une phrase en boucle, tout ça c'est du steam, d'accord? C'est ce qu'on fait pour réguler notre stress, nos émotions, nos sensations, etc. quand elles sont un petit peu envahissantes, d'accord? Le steam, il faut savoir que bon, j'ai toujours eu un peu des steams, et notamment quand j'étais ado, mon steam principal c'était la toux. Oui, oui. Et c'est très intéressant, on va voir tout à l'heure pourquoi c'est la toux. Parce qu'en fait, quand j'étais ado, je prenais des cours avec un prof particulier avec qui j'avais une relation un peu particulière, j'étais toujours très stressée avec lui. Quand je venais en cours, j'étais stressée, j'avais un stress tout particulier, et en fait, pour éliminer ce stress, je toussais. Et pourquoi je faisais ça? Parce qu'en fait la toux c'est un truc qui passe partout, ça ressemble pas à un steam, c'est juste quelqu'un qui tousse, c'est normal, enfin c'est courant, enfin ça passe partout en fait, c'est passe partout. C'est facile à camoufler, voilà, c'est juste bon, elle tousse, ok, elle est un petit peu enrouée, machin, c'est pas grave, c'est normal, en plus quand on chante on a tendance à s'enrouer, blablabla. Donc j'utilisais la toux pour steamer et voilà. Donc j'avais voilà, plein de trucs comme ça de steam en fait qui passent partout, qui passent crème et qui ne sont pas identifiés comme tels finalement. Et en fait depuis que j'ai découvert le steam, et notamment avec beaucoup de vidéos anglophones, parce que c'est vrai que dans le monde anglophone les youtubeurs autisme sont tellement plus en avance, enfin il y en a tellement, c'est pas qu'ils sont plus en avance que les youtubeurs français autisme sont super aussi quand ils sont autistes eux-mêmes, mais aux États-Unis, en Australie, tous ces pays là ils sont tellement plus en avance sur nous. Non mais désolé les gars, mais vraiment c'est un truc de fou. Genre vraiment en France, c'est là que je me rends compte à quel point on est un petit peu, voilà, on a un peu la traîne et tout, même si ça se rattrape tranquillement, même si ça, voilà, on progresse à notre rythme, mais bon voilà, quand même quand je regarde les youtubeurs à l'étranger je me dis mais ah ouais quand même ils sont tellement plus en avance. Et il y en a beaucoup qui ont fait des vidéos sur le steam notamment, et à quel point c'est important pour les autistes de steamer, blablabla. Et en fait depuis que je me suis renseignée là-dessus, je me suis dit mais go en fait, steamer quand je suis stressée, etc. Et en fait maintenant dès que je stresse, dès que je suis un petit peu des émotions, voilà, je commence à agiter les mains, je me balance, je sautille, etc. Parce que je connais la fonction de ça et je sais que j'ai le droit de le faire aussi. Je suis déculpabilisée par rapport à ça, et même quand les gens me demandent tiens c'est bizarre, pourquoi tu fais ces stéréotypes là, etc. Pourquoi tu fais ça, bah je peux leur expliquer, et j'ai les mots pour l'expliquer, puisque tout simplement je me suis renseignée, d'accord. Et ça c'est vraiment ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'en fait quand on se renseigne bien sur l'autisme, sur ses particularités sensorielles ou ce genre de choses, et qu'on comprend mieux pourquoi on fait les choses, et que de considérer que c'est pas un défaut, que c'est pas un truc qu'il faut cacher ou un truc qu'il faut avoir honte, bah tout d'un coup on change nos comportements pour se sentir plus soi-même quoi, tout simplement. Je vais vous changer un peu de place les gars, vous me voyez plus très bien à cause du contre-jour. Voilà, je pense que là c'est un petit peu mieux. Voilà, je trouve qu'en plus l'arrière-plan est plus sympa comme ça, bref. Mais voilà, juste le fait de me renseigner et de voir comment d'autres font, etc. Et du fait que le steam ça peut être bénéfique, notamment pour les problèmes d'anxiété, etc. Ça m'a fait steamer 3 fois plus, je steam aujourd'hui 3 fois plus que je ne steamais avant. Donc extrêmement intéressant, n'est-ce pas? Extrêmement intéressant. Et ensuite, le dernier truc que j'ai noté, oula, un truc qui me pique, c'est la régulation des émotions et le fait de s'attacher à des lieux, à des gens, etc. Alors je vous raconte un peu ma vie. Quand j'étais ado, j'avais des vrais problèmes avec ça. Les émotions, c'était vraiment un problème. Je pouvais partir au quart de tour en termes de, voilà, de tristesse, de joie, ça pouvait aller vraiment faire le yo-yo émotionnel extrêmement rapidement. Pareil, j'avais tendance à m'attacher extrêmement fort à des choses que j'aimais, et notamment des lieux et des personnes. Quand j'étais au collège, je m'attachais énormément à mes professeurs, parfois je tombais amoureux d'eux, je vous ai déjà raconté dans une vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Les lieux aussi, pareil, j'ai énormément eu de mal à quitter mon collège quand j'ai eu mon brevet, parce que je me suis attachée au collège et à mes petites habitudes au collège. Pareil avec le lycée, enfin bref, t'as capté. Et du coup voilà, et pareil dès que je devais me séparer de certaines personnes, parce que tout simplement voilà, ces personnes là n'allaient plus faire partie de ma vie, hein, que ce soit pour des séparations brutales en mode des amis qui sont plus mes amis aujourd'hui ou ce genre de choses, ou que ce soit juste des gens qui peut-être c'est des gens qui ont fait partie de ma vie pour une fonction, hein, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple là j'arrive pas à trouver un bon exemple, mais imaginez voilà, vous avez un prof de gym pendant un moment parce que vous avez voulu faire de la gym, et puis vous déménagez, et puis vous avez un autre prof de gym, bon bah il y a une séparation, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tout ce genre de choses, je le vivais mal, les transitions, les changements, et le fait de quitter des gens et des personnes et des lieux auxquels j'étais attachée, c'était vraiment profondément troublant pour moi avant. Et en fait, au fil des traumatismes, j'ai envie de dire, au fil des... parce que c'était vraiment très, très dur pour moi, et je faisais des crises pour ça, hein, donc pour vous dire à quel point. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je crisais tellement à ce sujet, mais non mais la lumière aujourd'hui c'est n'importe quoi.
voilà, je crisais tellement à ce sujet que je me suis dit au bout d'un moment, ok, ça va pas en fait, c'est pas possible, c'est trop fort, c'est pas censé, ça me fait trop souffrir, c'est pas possible. Et en fait au fur et à mesure j'ai appris les clés, j'ai chopé un petit peu les tactiques pour tout simplement mieux réguler mes émotions, mieux réguler mon attachement, etc. Et je me rends compte vraiment de ça aujourd'hui parce que bah voilà, j'ai une prof de chant que j'ai eu 2 ans là, à qui ça s'est super bien passé et elle va partir du conservatoire cette année et une autre prof va venir, voilà. Et en fait je le vis bien. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si tu veux discuter avec nous, c'est le deuxième lien dans la description. Deuxième lien dans la description, essaye d'articuler un petit peu mes anges s'il te plaît. Et pour recevoir ma petite lettre secrète où je vous donne mes dernières petites expériences sur la neurodivergence, etc. C'est le premier lien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouvel atelier qui va sortir sur Podia. Voilà, et je vous dis à tout de suite. Salut!